Allez, les 9h20, on va parler de l'école inclusive. Vous vous rappelez des propos d'Éric Zemmour cette semaine qui a déclaré préférer accueillir les enfants handicapés dans des établissements spécialisés plutôt qu'en école ordinaire. Il dénonce, lui, l'obsession de l'inclusion. L'inclusion, eh bien, c'est le sujet, c'est la spécialité de notre invitée. Bonjour Sylviane Corbion, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeure des écoles, vous êtes enseignante spécialisée, vous aidez les enfants, vous aidez les parents. Vous êtes aussi docteur en sociologie, vous avez écrit un ouvrage sur le sujet. Vous avez même publié une tribune dans Le Monde. Hein. Oui. Et le titre était « Il faut tenir la promesse d'une inclusion de qualité ». Les propos d'Éric Zemmour ont beaucoup choqué. Hein. On rappelle qu'il y avait une loi en 2005 sur l'égalité des chances, favorable justement aux personnes handicapées. Les chiffres ont bondi, ils ont triplé quasiment en 15 ans. Ces propos d'Éric Zemmour, dans un premier temps, ils vous ont mis en colère? Si vous voulez, moi, je me mets à l'écart de tout ce qui est polémique politicienne. Je pense qu'en fait... Sur le fond, je veux dire. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui est important, c'est la recherche de solutions. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de l'école inclusive, il n'y a pas à se poser de questions. Il y a des traités internationaux. La France a été signataire. Donc, l'école inclusive, les enfants ont le droit d'être scolarisés dans l'école du quartier, quelle que soit la problématique de l'enfant. Sachant que de toute façon, les enfants qui sont handicapés ne sont pas forcément des enfants qui sont vulnérables, fragiles. Vous pouvez avoir des enfants qui sont en chaise roulante et qui ont aucune difficulté scolaire. Pendant longtemps, on a parlé d'intégration des personnes handicapées. Aujourd'hui, on parle d'inclusion. Ce serait peut-être bien de définir, de montrer, d'expliquer quelle est la différence. Qu'est-ce que c'est une école inclusive ? Une école inclusive, c'est une école en fait qui inclut l'enfant en milieu ordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, une école où en fait, avant, c'était l'intégration scolaire, c'est-à-dire qu'on mettait l'enfant à part, à côté. Et là, normalement, on essaye de plus en plus d'inclure l'enfant dans les classes. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est pour ça que mon livre s'appelle « Entre idéalisme et réalité », c'est que la réalité, elle est très difficile. On continue malgré tout de mettre les enfants à l'écart dans des classes Ulysse, des classes spécifiques, avec un enseignant normalement spécialisé, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est ça la difficulté. Alors, on va parler d'abord, peut-être, si vous voulez bien, d'un moment de fracture, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous, ça fait plus de 20 ans que vous êtes enseignante, classique, on va dire. Et puis, il va y avoir une rencontre, une petite fille, je crois. Et là, vous allez basculer dans le milieu ou des problématiques liées à l'handicap. Vous pouvez me raconter cette rencontre, ce déclic ? En fait, j'étais professeure des écoles, j'avais un CP en Seine-Saint-Denis. Et puis, c'était une petite fille qui était déficiente visuelle avec un diabète. Donc, il fallait que je fasse attention à chaque fois qu'elle ne s'endorme pas, parce qu'il pouvait y avoir un coma diabétique à tout moment. Donc, c'était vraiment une lourde responsabilité. Et puis, en même temps, j'avais rencontré l'équipe médico-sociale qui m'avait dit « Elle aura beaucoup de difficultés, cette petite fille, comme elle est déficiente visuelle, à apprendre à lire. » Je me suis accrochée avec son accompagnatrice. On s'est accrochés toutes les deux. On s'est dit « Non, elle apprendra à lire quand même. » Et on a réussi. Et aujourd'hui, elle a une scolarité normale, en milieu ordinaire, et ça se passe très bien pour elle. Elle en est où, là ? Au lycée. Donc c'est formidable. Donc si vous voulez, je pense que si elle avait été dans un établissement spécialisé, cette petite fille n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, j'en suis persuadée. Donc en fait, à côté de ça, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Alors j'étais enseignante spécialisée. Là, j'aidais les enseignants dans quelques écoles. Puis je me suis dit, non, c'est pas suffisant. Allez, on va faire un doctorat. Donc j'ai repris mes études, master de recherche, doctorat. Et j'ai voulu savoir, en Seine-Saint-Denis, la situation de l'école inclusive était difficile. Mais est-ce que c'est difficile aussi dans toute la France, et y compris dans les dom-toms? Donc j'ai fait une recherche comme ça, sur toute la France, métropole, dom-tom, pour savoir si c'était vraiment difficile, l'inclusion scolaire. J'ai fait donc un doctorat, et après j'ai écrit ce livre par rapport à ma recherche. Alors on va revenir par étapes, mais d'abord dans un premier temps avec cette petite fille, et après justement dans les années qui ont suivi, vous dites que vous êtes auto-formée, vous étiez assez seule. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Mais absolument, c'est pour ça que je dis l'école inclusive entre idéalisme et réalité. C'est parce qu'en fait, l'idéalisme, c'est une inclusion scolaire pour tous les enfants, que ça se passe bien pour tous. Mais en réalité, non. La difficulté, c'est que les enseignants ne sont pas formés, les accompagnants non plus. Sachez quand même que les accompagnants d'enfants handicapés n'ont que 60 heures de formation qui correspondent à 2 semaines, et ils sont payés 700 € par mois. Mais ce qui est incompréhensible, on a entendu durant cette campagne Valérie Pécresse expliquer que justement le statut de ces accompagnants des élèves en situation de handicap soit plus déterminé, plus stable justement.
Et par ailleurs, en ce moment, devant l'Assemblée nationale, la loi Victory qui a été un petit peu sapée dans ses bases. L'idée, c'était justement de CDIser ces accompagnants. Oui. Finalement, ce ne sera pas le cas. Ça prendra 3 ans, 6 ans. Ce sera soumis à décret. Comment on peut avancer si on ne pose pas des bases qui aident à la fois les professeurs et à la fois ceux qui accompagnent les enfants? Le souci, si vous voulez, c'est qu'on a beaucoup à apprendre des pays européens. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, l'Italie, ça fait déjà 40 ans qu'elle a déjà mis en place l'école inclusive. Et ça correspond à quoi en Italie alors? En Italie, c'est un enseignant spécialisé dans la classe qui s'occupe d'un groupe d'élèves qui a des besoins éducatifs particuliers. Parce que l'école inclusive, ce ne sont pas que des enfants qui relèvent du handicap. C'est des enfants qui sont en précarité sociale, ce sont des enfants qui ont des troubles du comportement, ce sont des enfants qui sont non francophones, ce sont des enfants qui ont des grandes difficultés scolaires. Donc tout ça, en fait, ça configure en fait une école inclusive. Et puis, c'est vrai qu'en fait, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il faudrait que les enseignants soient beaucoup plus formés à ça. Il faudrait des moyens supplémentaires au niveau des accompagnants qui soient beaucoup plus formés. C'est-à-dire qu'en fait, les accompagnants devraient être des véritables enseignants spécialisés. En Italie, c'est une formation longue, j'imagine. Entre 1 et 2 ans. Alors, il y a... C'est pas 60 heures comme c'est le cas en France. Je veux mettre sur la table un peu même les sujets ou les idées reçues qui piquent un peu. Oui. Mais on entend dans la bouche des parents, on a un peu compris aussi pour certains de nos politiques, qu'avoir un enfant handicapé dans une classe, ça pouvait ralentir l'ensemble de la classe. Et que c'est pour ça qu'on voudrait leur donner un espace que pour eux. Qu'est-ce que vous dites, vous, qui avez été à l'intérieur de ces classes? Comment ça se passe avec les autres enfants? Comment ça se passe? Déjà, pour moi, je n'ai pas la même notion de l'école. C'est-à-dire que pour moi, l'école, ce n'est pas seulement acquérir des connaissances et obtenir des diplômes. On ne doit pas être non plus dans la course à la performance systématiquement. Pour moi, l'école, c'est aussi former un citoyen. Et être citoyen, c'est apprendre des uns des autres, c'est vivre ensemble et apprendre ensemble. Et ça, c'est vraiment très important. Donc pour moi, c'est ça l'école inclusive. Donc, et c'est pas forcément que dans l'école, ça peut être aussi dans les activités extrascolaires. C'est inclure en fait le plus possible. C'est cette diversité qui fait la richesse en fait de notre société. Et c'est ça qui est important. Avec du recul, parce que là je disais les chiffres, peut-être on est passé de 126 000 élèves en situation de handicap scolarisés en 2005, au moment de la loi, à quasiment 400 000 élèves en 2021. C'est un chiffre qui a quasiment été multiplié par 3. Est-ce que vous avez vu dans les profils que vous avez vus au long de ces années la même réussite que la petite fille dont vous parliez au début et qui a été votre déclic? Est-ce que vous avez eu le sentiment que justement avoir cet environnement de plein pied dans la société dès l'école, ça les a aidés à s'intégrer, à vivre leur vie dans la société quotidienne? Mais en fait, ce qui est formidable quand c'est comme ça, quand l'enfant est scolarisé en milieu, entre guillemets, dit ordinaire, c'est que à la fois, ces enfants, ça leur permet d'avoir des besoins, qu'on réponde à leurs besoins de vie, et les besoins aussi au niveau des connaissances, pour qu'ils puissent s'insérer socialement et aussi professionnellement. Mais ça sert aussi pour les autres enfants. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants, ils sont confrontés à la diversité. Parce que c'est vrai que si on vit toujours entre soi, en fait, ça donne des enfants qui n'ont pas forcément un esprit très ouvert. Et c'est important de vivre ensemble. Mais je le répète, l'école inclusive ne peut pas réussir s'il n'y a pas des moyens supplémentaires et si ce n'est pas repensé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des dispositifs que met en place le ministère, c'est bien. Le problème, c'est que ces dispositifs, les conditions de déploiement, c'est opaque. Donc, en fait, ça s'organise tant bien que mal dans les académies. Et après, sur le terrain, les enseignants, les accompagnants, toutes les équipes pédagogiques se sentent totalement démunis par rapport à cet afflux, en fait, de diversité de publics scolaires. Livrée à elle-même, il faut travailler sur la formation, pérenniser les postes dans les écoles. C'est ça, en fait, la priorité pour que ce rêve devienne, en fait, une réalité concrète sur le terrain? Oui, il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment faire le lien entre ces dispositifs. Comme je vous le disais, les conditions de déploiement, c'est vraiment important. Effectivement, repenser l'action des accompagnants, repenser la formation des enseignants, repenser même l'action des formateurs d'enseignants. Parce que je pense qu'il y a beaucoup à apprendre des établissements spécialisés qui ont une plateforme technique, une plateforme médico-sociale et qui, eux, en fait, peuvent être ressources
pour soutenir en fait l'action des gens dans les écoles. Merci beaucoup Sylviane Corbion. Vous avez écrit un ouvrage aux éditions RS, ça s'appelle L'école inclusive. On y retrouve évidemment toutes vos conclusions. Absolument. Et tout votre travail, professeur des écoles, enseignant spécialisé, docteur en sociologie. Merci beaucoup Merci d'avoir à vous. été notre invité ce matin. On continue ensemble la météo et une nouvelle édition.